C'est bon pour les questions ou pas? On enchaîne. Bon, allez, vas-y, on va enchaîner. Et puis, si vous pourrez revenir si vous avez eu d'autres questions, on pourra y revenir. On pourra y revenir à la fin. Alors, les raideurs de genoux, ben, ça va bien dans la suite de ce qu'on vient de faire, vu que c'est une des complications des fractures. Alors, je suis partisan. Moi, je pense que c'est toujours pareil, hein. Enfin, l'orthopédie, c'est quand même assez simple, hein. Faut toujours avoir une stratégie. Et si tu parles enfin, si vous partez un peu la fleur au fusil, euh, que vous n'avez pas bien compris, le pire, c'est la mauvaise indication. C'est aussi si vous partez avec vos idées pas claires, vous allez vous retrouver dans des situations qui peuvent finir de manière dramatique. Et donc, en fait, pour tout, il faut bien définir le problème. Est-ce que c'est une raideur en flexion? Est-ce que c'est une raideur en extension, donc un flexum, ou est-ce que c'est les deux? Donc, vous comparez au genou sain, ça c'est classique. Ça marche pas. Voilà. Hop, parfait. Donc, on compare par rapport à l'autre côté. La raideur, c'est pas. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de classification, il n'y a pas de score. C'est. La raideur, c'est vachement. C'est très ce que le patient ressent. Il y a des gens, vous verrez, hein, vous avez des PTG qui plient à 100 et qui sont ravis de vous. Vous avez des PTG qui plient à 110 et qui veulent porter plainte, quoi. Euh, donc, en fait, il faut comprendre un peu ce que ça cause. Le flessum, alors le flessum, ça gêne le passage du pas. Et en plus, vous verrez quand vous marchez, quand vous appuyez, en fait, votre jambe parfaitement en extension à la marche, elle fait que votre quadriceps, il se relâche au moment où vous passez à l'extension complète. Si vous marchez en flessum, il y a eu quelques papiers là-dessus qui sont assez intéressants. Votre quadriceps va être en permanence activé, consommer beaucoup plus d'énergie et nécessiter beaucoup plus de force. Donc, ça fait des marches qui sont plus fatigantes. Donc, on marche plus lentement, de manière moins fluide. Et en plus, donc, du coup, ça entraîne une boiterie parce qu'évidemment, quand vous avez un flessum, fonctionnellement, vous avez un membre plus court. Pour s'asseoir, il faut 90 degrés. Pour monter les escaliers, il faut passer à 100, 100, 110. Donc ça, c'est assez important. Et pour la descente des escaliers, il faut encore plus. Faites attention, le récurve, c'est un peu un gros piège parce que ça, c'est vraiment important dans l'examen bilat. C'est si votre patient du côté sain, il a 20 degrés de récurve et de l'autre côté, il est en extension complète, c'est un équivalent de 20 degrés de flexum. Même si ça n'a pas les répercussions sur le quadriceps, lui, il fonctionne comme ça. Donc, il ne sera pas bien. Il faut bien voir ce que le patient il attend. Il y a une chose qui est importante, et ça c'est très important dans le pré-op des PTG, parce que vous avez des patients qui peuvent après être déçus. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien leur dire que si la raideur, il y a des choses dans la vie, et notamment les gens qui font des prières, qui font la prière à genoux. Ça peut être gênant parce que ça, pour le coup, la prière à genoux, faut 130 degrés de flexion pour être bien, hein. Donc ça, c'est important de les prévenir en pré-op quand vous faites une PTG, parce que des PTG à 130, on aimerait bien avoir que ça, mais on n'a pas que ça. Donc ça, c'est important de les prévenir. Donc il y a la prière et il y a les gens qui mangent ou qui passent beaucoup de temps en tailleur. Donc ça, c'est plus les Asiatiques. Mais faites attention à ça aussi. Ceux qui se mettent beaucoup en tailleur, pareil, ils auront des problèmes pour se mettre en tailleur. Et en fait, quand vous leur mettez la PTG, ce n'est pas forcément des trucs auxquels vous pensez, mais eux, ça a un vrai impact sur votre vie. Et moi, d'expérience, j'ai déjà eu des patients qui ont refusé la prothèse parce qu'ils ne voulaient pas soit ne plus pouvoir se mettre en tailleur, soit ne plus pouvoir se mettre à genoux.
Parce qu'en plus, à genoux, la cicatrice, elle fait mal. La cicatrice très antérieure de la PTG, elle fait mal, en plus de la raideur. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de score, c'est vraiment la répercussion. Donc, une fois que vous avez bien décrit votre raideur, il faut identifier la cause. Donc, les causes, il y a la cause mécanique, hein, il y a quelque chose qui vient buter ou une plica, ça c'est du mécanique, hein, ça bloque, ça bloque. Ça, on peut le voir, vous pouvez vous en rendre compte, donc vous en rendrez compte sur les bilans d'imagerie. Vous pouvez vous en rendre compte quand vous verrez quand vous avez un genou raide, parfois vous arrivez à gagner un petit peu plus en forçant, ou parfois vous arrivez à 30 degrés, ça bloque complètement. Quand vous avez un blocage net, complet, immédiat, ça c'est plus quelque chose qui vient buter ou quelque chose qui se tend et qui ne peut pas se détendre. Quand c'est des cas de fibrose un peu diffuse, des fibroses, l'inflammation, le corps a une cicatrice des articulations, vous pouvez avoir plus un flessum et vous arriverez à avoir une forme de réductibilité en forçant un peu. Ne forcez pas comme des ânes non plus parce que vous avez pu péter le tendon rotulien. Ça vous amènera à rien. La physio, donc les adhérences, elles se font où? Sous quadricipital. Vraiment là, donc l'espace sous quadricipital, c'est vraiment une zone de fibrose et les gouttières latérales. La capsule va se rétracter aussi. Donc ça, c'est les ailerons rotuliens qui vont se rétracter, le haut fa qui va devenir fibrotique ou les coques postérieures. Donc, il va falloir vraiment localiser votre raideur. Typiquement, si on reprend le topo d'avant, dans les fractures du fémur distal, on peut avoir des raideurs post-opératoires qui sont mixtes. Donc, c'est important de savoir d'où vient la raideur, parce que sinon, pareil, vous n'allez pas faire le bon traitement. Si vous avez un calvicieux en flessum, vous aurez un flessum. Hein. Donc, si la raideur, elle vient du calvicieux, ça ne sert à rien de faire une arthrolyse arthroscopique. Si la raideur, elle ne vient pas du calvicieux, l'arthrolyse arthroscopique pour avoir un intérêt. Donc, il faut vraiment un peu affiner votre diagnostic. Hein. Donc, il y a toutes les causes qui sont intra-articulaires. Alors, l'arthrose, c'est une bonne cause. Vous avez souvent des patients, vous verrez en consultation, qui viennent et qui ont déjà un flessum, qui ont déjà un genou bien raide. Rééduquez vos malades avant la prothèse, hein, parce qu'on n'a pas plus le genou est raide en pré-op, plus il le sera en post-op. Les calvicieux, tout ce qui est… Alors, les deux pourvoyeurs chez nous en chirurgie, c'est la chirurgie du LCA et la chirurgie de la PTG. Les LCA mucoïdes peuvent faire de la raideur, ce ne sera pas la cause la plus fréquente. Le LCA en battant de cloche, ça peut causer un déficit d'extension, mais on n'en voit pas si souvent que ça quand même. La rétraction des coques condyliennes postérieures, ça c'est vrai, mais c'est plus… vous avez une rétraction des coques condyliennes postérieures après une fracture, après une chirurgie du LCA ou après une PTG. Tout ce qui est extra-articulaire, maintenant, ça sera mesurer la hauteur de la rotule. Hein. Les algos, ça peut faire des patellabara. Il y a plein de… Donc, vérifiez bien que ce ne soit pas votre rotule qui se soit abaissée. Le quadriceps, si votre grande fracture de fémur ouverte, elle a fait une déchirure du quadriceps, vous pouvez avoir des adhérences qui se sont formées tout le long du quadriceps et expliquer une raideur. Enfin, tous les calvicieux et les ostéotomies. Et après, malheureusement, en fait, tout ça, ça finit souvent par être mixte parce que typiquement, si vous avez un cyclope sur vos LCA que vous laissez traîner pendant un an, au bout d'un an, le cyclope, vous aurez le cyclope et une rétractation des coques condyliennes postérieures. Donc, le bilan, le minimum, mais moi, je vous conseille de faire le maximum. Vous faites les radios face, profil, Schuss. Vous faites un pangologramme. Je ne l'ai pas noté, mais ça, c'est important. Hein, parce que, et pangologramme, je vous conseille même de faire un EOS. L'EOS, il servira à tout ce qui est calvicieux, troubles de rotation. Ça vous donnera des informations. Sur les radios,
vous, ça vous aiguillera sur est-ce qu'il y a eu des traumatismes locaux, ça vous aiguillera sur pas mal de choses, et les tunnels des LCA. Vous pouvez compléter par une IRM, et moi, je vous conseille de faire IRM scanner systématique. L'IRM, ça vous donnera le LCA, le cyclope, pas mal de choses, le scanner, on va détailler tout. La scintille, en complément de l'IRM si vous suspectez une algo. Donc, les radios face profil Chouséos, donc il faut faire les deux côtés, hein, pour être systématique. Si vous avez un genou raide et qu'il y a de l'arthrose dans tous les sens, bon, bah, c'est assez simple, hein. Vous pouvez commencer à évoquer l'algodystrophie. Vous mesurez votre caton. Vous pouvez estimer la position des tunnels. Alors, la position des tunnels radiologiques, c'est d'une précision limitée. Donc, vous pourrez voir si c'est vraiment n'importe quoi ou si c'est... mais vous ne verrez pas précisément. Pas se mentir. L'IRM, par contre, lui, il vous montrera vraiment votre LCA. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas trop antérieur? Le risque, c'est d'avoir un tunnel tibial. Si plus votre tunnel tibial est antérieur, plus il viendra faire des toits sur l'échancrure. Est-ce que vous avez un cyclope? Alors, faites attention, parce que les radiologues, ils voient des cyclopes sur beaucoup d'IRM. Ils les voient facilement. Donc, est-ce que c'est ça qui vient rentrer en conflit ou pas? Il faut y faire attention. Ça vous permet aussi d'avoir un peu un bilan cartilagineux et méniscal plus précis. Le scanner, c'est vraiment pas mal pour les tunnels. Au final, c'est même mieux que l'IRM. Ça vous donnera vraiment la position exacte de vos tunnels. Donc, moi, je le recommande pas mal. Ça vous donne une évolution du stock osseux. Enfin, bon, c'est un très bon examen. Si vous ne voulez pas vous faire casser la tête à faire et un IRM et un scanner, vous pouvez faire un arthroscanner. L'arthroscanner, c'est un très très bon examen dans le genou. Les patients, ils n'en sont pas fans, mais ça permet quand même d'avoir un diagnostic cartilagineux et un diagnostic sur votre LCA. La scintille, elle vous permettra de rechercher les algos. C'est le meilleur examen. Il ne faut pas oublier que tous les gens qui ne marchent pas ou marchent mal, ils vont avoir une petite déminéralisation osseuse, ils vont avoir des tâches à l'IRM. Donc, la scintille, elle vous permet de vraiment confirmer le diagnostic d'algo et après d'enclencher la prise en charge de l'algo adéquate. Donc, les patients, il faut bien leur expliquer parce que c'est une chirurgie qui a dont ils attendent beaucoup et dont on a des résultats qui sont quand même assez moyens. On peut avoir des très bons résultats, on peut en avoir des très mauvais. Donc, il ne faut pas de leur rendre un genou parfaitement souple, parfaitement mobile. Et évidemment, pour ne pas finir en prison, il faut bien expliquer au patient que vous lui avez donné les objectifs. Les photos, ça marche super bien. Les photos, vous faites une photo en consulte, vous faites une photo au bloc où en plus vous pouvez bien pousser sur le pied. Et après, vous lui remettez un peu les clés en lui disant voilà, maintenant, moi j'ai fait le boulot. Votre genou, il bougeait en post-op. Maintenant, c'est votre rééducation et c'est vous qui allez faire la suite du travail. Si c'est mal fait, en gros, c'est de votre faute. C'est hyper important parce qu'en plus, ça va leur donner de la motivation. Deux, ça va éviter qu'ils vous cassent la tête. Et l'effet psychologique de savoir qu'ils peuvent le faire, ça va vachement les motiver. Donc, les traitements, il y en a 3 principaux. Hein. C'est la MOB sous-âgée. Hein. C'est très classique. Vous serez amené à en faire. Ça a des défauts. Ça fait un peu peur. Au début, je vous assure, ça fait peur. L'arthrolyse arthroscopique, qui est un bon traitement, mais difficile. C'est une arthroscopie compliquée. C'est plus dur qu'une ligamentose de genou. C'est des tissus fibreux, on met vachement plus de temps à se repérer, le haut il est tout fibreux, on ne voit pas bien.
le début de l'arthrolyse arthroscopique, c'est pas facile. Et enfin, il y a l'arthrolyse à ciel ouvert, le Judet. C'est pas facile, mais au moins on voit bien, on est bien exposé. Et par contre, c'est une chirurgie assez invasive. Donc la MOB sous-âgée. La MOB sous-âgée, c'est dangereux. Vous pliez le genou. Il y a certains chirurgiens qui posent leur oreille sur le genou pour entendre les petits craquements des adhérences. Et quand ça arrête de craquer, ils disent qu'il n'y a plus d'adhérence, il faut arrêter. Vous pouvez péter un tendon rotulien, vous pouvez péter un LCA, vous pouvez péter un fémur, vous pouvez tout casser, la rotule, pas trop le TQ, mais vous pouvez faire des grosses bêtises. La principale indication, hein, c'est la raideur. C'est la raideur post-PTG précoce, vraiment dans les 3 mois, mais même 6 semaines, ça serait encore mieux. Alors, il y a des chirurgiens, j'ai vu des chirurgiens qui en faisaient beaucoup, qui étaient très friands de ça et qui n'hésitaient pas. Si à 6 semaines, ils n'étaient pas contents du résultat de leur PTG, puis qu'ils envoyaient le malade au bloc, une petite rachie anesthésie, MOB, ça prend 5 minutes et après kinésithèque. Il y a des chirurgiens qui en ont très peur. Je pense que ça dépend pas mal des mauvaises expériences des uns et des autres. C'est-à-dire que si votre première MOB sous-âgée, vous pétez le tendon rotulien, vous n'en ferez plus jamais de votre vie. Si ça se passe bien, vous pourrez être amené à en faire de plus en plus. Ce qui est compliqué dans la MOB sous-âgée, c'est de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Elle est peu efficace. Alors après, il faut se méfier des études, hein, parce que c'est toujours pareil. Là, dans cette étude, ils disent que c'est peu efficace par rapport à une rééducation efficace. Il y a tout et son contraire. Mais ça, c'est un peu vrai de tout, hein. Donc la MOB sous-âgée, c'est quelque chose que vous verrez plutôt dans votre pratique d'interne. Ça dépendra si vos patrons, ils en font pas. Parce que ce qu'il faut bien se dire, hein, c'est que, pour revenir là, c'est que si votre PTG, elle est raide à 6 semaines, c'est peut-être de l'arthrofibrose, c'est peut-être qu'il a fait une grosse réaction inflammatoire. Par exemple, faites attention aux patients qui ont des intolérances ou allergies aux INS et qui n'ont pas eu leurs INS. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être que vous avez sous-coupé votre tibia et que votre prothèse elle est trop serrée et que du coup, il arrive avec un flessum. Mais si vous vous amusez à mobiliser sous-âgé une prothèse qui est juste trop serrée et en fait, vous avez juste mal coupé votre tibia, pas assez, vous allez vous exposer à des soucis. L'arthrolyse arthroscopique, c'est une technique ça, qui est très intéressante, pas facile, comme je disais tout à l'heure. Faites attention à envisager tout de suite. Il faut organiser les choses. C'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'en post-op, le patient il prenne sa rééducation immédiatement. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise anesthésie, si le patient il hurle de douleur pendant 2 semaines après le bloc et qu'il ne peut rien faire, ça va tout refibroser et ça n'aura servi à rien. Donc, les KT, soit des bons blocs anest, les IPAC, là, les IPAC blocs, les nouveaux blocs là, qui font depuis pas hyper longtemps, ça marche super bien. Il y a les canaux des adducteurs aussi qui marchent bien. Après, vous avez un effet pendant 24 heures. Mais sinon, un KT périnerveux avec une petite pompe que vous gardez pendant quelques jours. Comme ça, vous pouvez lui mobiliser le genou. Mais donc, bien organiser les choses en amont pour que l'anesthésiste soit au courant et que vous puissiez, parce que ça serait un peu idiot de faire cette chirurgie et qu'au final, si vous ne faites pas la rééducation après et qu'il revient vous voir à 6 semaines, donc il faut un centre, ou alors on peut louer des kinésithèques. Hein, donc, vous dites au patient, si c'est un patient jeune, vous louez un kinésithèque et une fois que vous êtes rentré chez vous, vous faites du kinésithèque. Vous pouvez aller 10 heures par jour. Hein. Le kinésithèque, c'est pas iatrogène, quoi. Donc là, l'installation, donc il faut s'installer comme une arthroscopie, mais là, la photo, elle est rigolote parce que le patient il plie déjà à 90 degrés, mais ça peut être un des problèmes, c'est qu'en fait, si votre patient il a 30 degrés de flessum et qu'il plie à 45 degrés, vous ne pourrez pas l'installer comme ça. Donc, il faudra poser plusieurs barres à genoux. L'escalier, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans ce type d'install où vous pouvez bloquer à différents degrés de flexion, parce qu'effectivement, vous allez devoir commencer votre arthroscopie dans la position où vous pouvez.
Donc, s'il a un flessum, vous ne pourrez pas rentrer en extension. S'il manque trop de flexion, vous serez obligé de rentrer en extension. Donc ça, c'est la première complexité, c'est que si pour les genoux très très raides, déjà rentrer dans le genou, vous pouvez commencer à vous galérer au bout de 30 secondes de chirurgie, quoi. Une fois que vous êtes rentré dans le genou, bon, il y a besoin des instruments standards, ça c'est on passe. Une fois que vous êtes rentré dans le genou, vous allez tomber sur un mur fibrotique dû au FA, surtout si c'est post-LCA. Comme en gros, quand vous faites une reprise de LCA, vous verrez que vous avez un gros mur fibrotique avant d'arriver, de pouvoir faire votre espace de travail pour être bien. Donc, rien que rentrer dans le genou, ça sera compliqué. Il faudra vraiment, le premier temps, c'est quand même d'exciser toute cette fibrose pour au moins vous faire une chambre de travail et être bien. Ensuite, vous allez glisser, donc vous allez essayer de glisser dans votre espace quadricipital, donc sous la rotule. Toujours pareil, si vous avez un flessum, vous serez coincé là. Donc, si vous avez un flessum mais que vous n'arrivez pas à passer dans le cul-de-sac, vous allez devoir commencer par l'échancrure. Donc, vous commencez par votre échancrure, vous regardez qu'il n'y ait pas une butée ou quelque chose. Vous nettoyez votre échancrure sans lui désinsérer, s'il vous plaît, le LCA, le LCP. Vous cherchez un cyclope, vous cherchez… du coup, l'échancrure ou le cul-de-sac en premier. Une fois que votre cul-de-sac il est bien, donc le cul-de-sac, vous pouvez shaver. Il va falloir utiliser pas mal le… couper ton micro. C'est bon. Merci. Donc, on nettoie le cul-de-sac. Le cul-de-sac, c'est vrai que le shaver, ça va plus vite. Le vapor, ça évite que ça saigne. Vous allez devoir, donc il va falloir voir vos vastes, hein. Donc, vous allez bien loin et vous allez jusqu'à voir le vaste. Donc là, le vapor a très bonne utilité là-dedans. Vous vous reportez sur votre rotule. Vous sectionnez les deux ailerons. Donc, au vapor, faites attention en faisant des sections d'ailerons sous arthroscopie au vapor. Vous pouvez brûler la peau. Donc ça, il faut être super vigilant. C'est quelque chose qui arrive assez facilement. Donc, soyez vigilant à ne pas cramer la peau par en dessous. Vous sectionnez les deux ailerons. Vous avez un bon moyen de vérifier si vos ailerons ils sont bien sectionnés. Une fois que vous les avez sectionnés, vous regardez la mobilité de votre tube. Vous la déportez en externe, en interne. Si vous voyez qu'elle est bien libre, c'est que vos ailerons ont été bien coupés. Vous redescendez dans les rampes condyliennes, vous nettoyez la rampe condylienne externe, la rampe condylienne interne, vous finissez le haut FA, vous examinez votre échancrure. Donc là, l'échancrure, comment on fait? On se met dans la vue de l'échancrure, on essaie d'être à 90 degrés de flexion. On va se mettre progressivement en extension. On regarde si on n'a pas un conflit entre le pied du LCA et l'échancrure. S'il y a un conflit, alors c'est un peu violent, si le tunnel tibial il est trop antérieur, là vous allez être un peu embêté parce que ça paraît un peu rude de couper le LCA du malade pour lui redonner ses mobilités. Vous pouvez faire une échancruroplastie, hein. Vous pouvez agrandir votre échancrure si ce n'est pas la catastrophe et que le tunnel tibial il est juste un peu trop antérieur et qu'il vient faire un conflit. Vous faites une échancruroplastie pour faire de la place. Les cyclopes, ça se voit bien, hein, mais il faut faire attention parce que votre LCA, il est un peu dans de la fibrose, donc il faut quand même pas lui couper le LCA. C'est des chirurgies qui sont compliquées à faire si ce n'est pas vous qui avez opéré le malade. C'est toujours plus simple si vous êtes assis dans les suites d'un malade que vous avez opéré et que vous savez où vous positionnez vos tunnels. Si vous l'avez mal positionné, souvent vous vous en souvenez. Donc, vous avez un peu moins de mal à retrouver les LCA quand c'est vos malades. Quand c'est des malades qui viennent d'ailleurs, c'est toujours un peu plus chiant parce que c'est pas comme d'habitude, quoi. Vous enlevez la caméra, vous faites un examen des mobilités. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez au début enlever un peu tout, vous testez vos mobilités, vous avez gagné un peu, mais pas assez, donc vous allez retourner dans le cul-de-sac, vous allez retourner dans les rampes, vous allez vérifier les ailerons, vous revenez dans l'échancrure. Si ça va,
si ça ne va pas, petit à petit, il faut y aller petit à petit, quoi. Vous faites des sections, vous y retournez, et ça prend du temps, ce n'est pas facile. Il ne faut pas penser que c'est une chirurgie facile. Si vous êtes à 110 degrés de flexion en post-op, immédiat au bloc, il ne faut pas espérer de dire ah, il va se détendre plus avec la kiné et tout. Ça, on n'y croit pas trop. Donc, il faut être assez honnête avec le patient et il ne faut pas quitter le bloc en se disant ouais, il va gagner les 20 degrés qui lui manquent en complétant avec de la kiné. Le déficit, donc, quand on a un déficit en extension, on peut faire donc on commence par l'arthrolyse antérieure, hein, mais malheureusement, si ça ne suffit pas, il faudra peut-être aller derrière, parce qu'il y a une rétraction des coques condyliennes. Alors, l'arthrolyse postérieure sous les arthroscopies, c'est pas facile, hein. Donc, moi, je m'y tenterai pas trop. Je pense qu'il faut faire des abords. Faut l'aborder. Donc pas forcément des abords importants, hein, mais il y a quand même beaucoup de bêtises à faire. Faut pas oublier que le patient est raide. Faut pas qu'il finisse en ischémie ou en lésion nerveuse. Donc, il faut faire des abords. Ils ne sont pas obligés d'être énormes, hein, mais au moins pour aller sécuriser l'artère et le nerf, faire une section des coques postérieures. C'est un geste un peu stressant, mais parfois c'est nécessaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le flessum, hein. Ça, je parle d'expérience. Le flessum, s'il est réductible, en fait, contrairement à la flexion, si vous avez un 20 degrés de flessum spontané, mais que vous avez arrivé à la réduire sous anesthésie et qui se remet en flessum, quand vous lâchez, là, vous pouvez espérer gagner en kinétachie et en kiné. C'est-à-dire que vous pouvez espérer que ce flessum, vous allez réussir à le regagner. Par contre, si vous avez un flessum à 20 degrés et que vous appuyez sur le genou et que ça ne vient pas du tout, ça ne viendra pas en kiné non plus. Donc, l'arthrolyse à ciel ouvert, c'est le judet. Donc, le judet, c'est un événement dans la vie d'un malade parce que il faut donc faire une arthrotomie pour libérer toutes les adhérences intra-articulaires et il va falloir libérer tout le quadriceps. Donc, il faut inciser tout de haut en bas en latéral, faire un abord latéral complet et il faut que vous puissiez passer le fémur entre vos doigts, alors pas jusqu'au col, hein, mais sur une bonne portion du fémur. Donc, c'est une sacrée intervention. Faut la réserver au cas dramatique, hein. Et, donc, le quadriceps, vous venez le détacher du fémur sur toute sa longueur. Ça, c'est le vaste intermédiaire, hein, qui est collé surtout au fémur. Vous pouvez y associer une section du tendon au niveau. Donc, en fait, vous faites en proximal, vous faites un peu comme une urétère un peu plus médiale. Vous repérez bien, donc en fait, hein, là, il faut juste se faire des petits rappels d'anatomie. Le TFL, c'est sur l'épine iliaque antéro-sup. Le quadriceps, il est sur l'épine iliaque antéro-inf. Donc, le premier truc sur lequel vous tombez, c'est le TFL. Donc, il va falloir aller chercher un peu plus en profondeur. C'est une zone qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc, il faut penser qu'il y a le sartorius, le TFL et le droit antérieur. Donc, il va falloir sectionner le droit antérieur. Faut essayer d'obtenir 100 degrés contre pesanteur, hein. Le judet, ce n'est pas miraculeux non plus. C'est pour les genoux qui plient à 30 degrés ou qui plient très peu, quoi. Donc, il faut faire l'hémostase soigneuse parce que vous l'avez quand même ouvert sur toute la longueur de sa cuisse, plus en intra-articulaire. Il faut faire attention à la peau. C'est-à-dire que parfois, c'est des patients qui ont eu des gros traumatismes, qui ont des lambeaux, et en fait, vous vous rendez compte en fermant que, que quand vous arrivez à plier le genou à 100 degrés, ça tire trop fort sur la peau, et du coup, ça peut finir aussi en catastrophe. Donc, chez les patients qui ont soit des cicatrices rétractiles, soit déjà un lambeau, où vous sentez que la peau, elle n'est pas souple et ça ne va pas passer,
il va falloir faire attention et il faut anticiper, voire même demander à un plasticien d'entrée de jeu de venir vous aider pour la fermeture, parce qu'il va peut-être falloir lui faire un an. Excusez-moi, 2 secondes, je reviens avec vous. Ouais, désolé. Donc, je disais, oui, faites très attention à la peau parce que le fait de fléchir un genou qui n'a pas été plié depuis très longtemps, ça peut tirer très très fort sur vos incisions et vous pouvez avoir des problèmes de couverture. Et pareil, quoi, si après vous demandez au patient de ne pas trop fléchir parce que ça tire trop fort sur la peau, bah, vous perdez un grand intérêt de ce que vous venez de faire. Donc, pardon. Donc après, si vous avez un déficit d'extension qui persiste, pareil, vous pouvez aller chercher derrière, hein. Donc derrière, l'idéal, c'est d'avoir le genou à 90. Vous passez en rétro-ligamentaire. Vous sectionnez les coques postérieures. Vous pouvez aussi sectionner les gastrocnémiens. Bon, ça, c'est quand même pas, c'est pas le plus classique. Voilà. Après, alors, on peut faire des mix, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on peut faire d'abord une arthrolyse arthroscopique pour faire l'intra-articulaire. On peut y associer secondairement un judet. En opérateur de prendre la décision. Il faut que le patient soit prévenu quand même. Il y a des détachements sous-quadricipitaux par endoscopie, ça, je n'ai jamais vu. Il y a un peu, en fait, plus vous aurez identifié l'origine du problème, plus vous serez à même de faire le traitement minimal pour avoir un bon résultat. Sachant qu'on est quand même souvent assez déçu de son résultat, on pense qu'on va recouper ça et que ça va s'améliorer grandement. C'est plus l'exception que la généralité. Sauf dans le cas d'un cyclope avec un déficit, varié de cyclope. Mais pareil, comme je le disais tout à l'heure, le cyclope, il faut le prendre en charge tôt, parce que si vous attendez trop sur un cyclope avec un flessum, vous vous retrouvez avec une rétraction des coques postérieures qui est secondaire à ça. La patella bara, il faut savoir l'identifier. Donc ça, vous avez fait votre caton classique. En gros, c'est pas une contracture parce que c'est pas un muscle, mais c'est une rétraction du du ligament rotulien. Donc, cette rétraction, elle peut être plurifactorielle, hein. Ça peut être sur une infection, ça peut être sur une algodystrophie. Si vous conservez une bonne longueur de tendon, vous pouvez faire une ostéotomie à l'inverse d'une TTTA. Vous la faites dans l'autre sens, vous pouvez gagner un peu. Mais il faut avoir du bon tendon et en garder. Si vous avez vraiment une rétraction trop importante, là, il va falloir faire une plastie à le Z, ça marche bien. Voilà, vous suivez les pointillés, hein. Vous allez prendre du surtout rotulien, couper le tendon, le sectionner en Z, faire glisser pour faire une plastique d'allongement. Si vous faites ça, il faut le protéger par un cadre, hein. Vous pouvez faire soit un cadre aux ischios, vous prélevez un DI ou un DT s'il est trop court et vous faites un cadre avec un tunnel rotulien, un tunnel dans la TTA aux ischios.
ou un tunnel, un cadre au fiber. Les cadres au métal, c'est toujours un peu chiant, je ne vous conseille pas trop. Mais faites un cadre, hein, pour protéger votre suture, parce que ça ne finisse pas en rupture de l'appareil extenseur. Donc le cyclope, bon, ça c'est, donc ce que je veux dire, hein, l'important c'est de le prendre en charge rapidement, que ça soit bien ça, il faut bien checker les tunnels. Vous fiez pas trop au compte rendu des radiologues, dès qu'il y a un peu de fibrose dans ce sens-là, à cet endroit-là, ils vont vous parler tout de suite de cyclope. Et le patient il va venir vous voir très alerté parce qu'il a un cyclope, il est très inquiet. Il faut bien qu'il ait un flessum ou des douleurs, mais la clinique est importante. Le cyclope, donc vous pouvez l'enlever. Ah oui, il faut faire attention quand vous opérez un ligament croisé. Parfois, en fait, ce n'est pas des vrais cyclopes, c'est que le pied du LCA qui s'est mis en battant de cloche quand vous avez fait votre ligamentoplastie, parfois il est très antérieur. Et en fait, si vous ne le voyez pas pendant la ligamentoplastie, vous pouvez le laisser par erreur. Et en fait, c'est ce pied du LCA qui va venir buter. Donc, une des préventions, il y en a qui disent que ça n'existe pas le cyclope. Il y en a qui disent que c'est les pieds du LCA qui ont été oubliés. Donc en prévention de ça, je vous conseille quand même de bien checker le pied de votre LCA, que vous n'ayez pas oublié le LCA en battant de cloche et que c'est lui qui vient de faire conflit. Donc, à la fin de chaque ligamentoplastie de genou, vous êtes quand même censé bien checker devant et faire une extension complète pour voir s'il n'y a pas de conflit, soit avec l'échancrure, soit ce fameux pied du LCA. Donc, c'est souvent un nodule, mais c'est souvent plus un nœud fibrotique. Donc, c'est assez simple à opérer, ça, pour le coup. Le seul truc, c'est que faut shaver, mais il ne faut pas shaver votre LCA, sinon ça sert à rien. Donc, il y a une définition pour les raideurs post-PTG, mais pareil, hein, ça dépend. Hein. Il y a des patients qui sont à 90 degrés à 6 semaines et au final, vous gagnerez plus et ils iront mieux. Sur vos PTG, contrôlez bien votre mobilité rotulienne. Hein. C'est important que les ailerons peuvent vraiment s'enraidir et c'est important que les kinés mobilisent bien la rotule et de contrôler cette mobilité rotulienne. Donc, il faut toujours rechercher la cause. Enfin, bon, si vous avez une PTG raide à 6 semaines, que la cicatrice est belle, ça ne fait pas très infection. Éliminez toujours l'algodystrophie quand même, parce que ça, c'est sûr que si vous faites une MOP sous-âgée à une algodystrophie, vérifiez qu'il n'y ait pas d'effet butoir avec des corps étrangers, et notamment, ça s'est déjà vu, avec Typiquement, quand vous faites votre coupe rotulienne, vous pouvez faire tomber la coupe rotulienne dans le genou et puis l'oublier, c'est déjà arrivé. Hein. Ou oublier un condyle que vous avez coupé et une petite chips osseuse que vous avez oublié dans le genou. Donc ça, c'est à rechercher normalement sur votre radio post-op, mais si vous n'êtes pas vigilant, parce que vous ne faites pas trop attention, à rechercher à distance qu'il n'y ait pas ce type de complications. Donc, les raideurs, en grosso modo, c'est un peu des organigrammes pour vous mettre les idées au clair, mais il n'y a pas de vérité absolue. La mob sous-âgé, il faut y aller tranquillement et il faut le faire vite. Si vous sentez que ça va partir en mob sous-âgé, moi je vous conseille, il ne faut pas faire traîner et il faut y aller doucement. Je conseille quasiment toujours, si on est à des délais plus longs, de commencer par une arthrolyse arthroscopique. Ça, c'est pas que ça coûte rien, mais bon, c'est pas l'arthrolyse à ciel ouvert. Si le genou est vraiment trop raide, il faudra partir sur l'arthrolyse à ciel ouvert d'entrée de jeu. Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer par l'arthrolyse arthroscopique, quitte à convertir en arthrolyse à ciel ouvert avec le patient prévenu. Voilà. Et pour les raideurs sur PTG, il ne faut pas oublier non plus que parfois, ça peut être juste un mauvais positionnement des implants, hein, ou un fémur surdimensionné, ou un PE trop important, ou une coupe tibiale trop courte. Donc, il y a un moment aussi, faut penser à la RPTG. Voilà. Après, voilà, les patients qui ont des PTG, hein, c'est des patients, ils n'ont pas tous la même demande fonctionnelle. Donc, il y a des patients raides qui sont très heureux. Il y a des patients moins raides qui sont malheureux. Donc, ça, c'est vraiment à discuter avec le patient. La seule chose que je vous conseille, c'est que si vous sentez que
de pas repousser. Si vous sentez que ça ne va pas passer, que voilà, vous voyez le patient à 6 semaines, ça ne va pas du tout, bon, bah, faut y aller, quoi. Donc, le protocole post-op, super important, hein. Donc, on peut même demander à faire descendre le kinétech au bloc. Vous faites descendre le kinétech au bloc, vous mettez le patient dans son lit du bloc, vous le mettez dans son kinétech directement et vous lancez le kinétech. Si vous avez un problème de flessum et que vous mettez le kinétech, faire attention à bien attacher la jambe à la machine. Parce que autant la flexion, elle va se faire spontanément, autant parfois le kinétech peut se mettre en extension et pas tirer le genou avec lui. Donc, vous fléchissez, vous l'attachez bien pour qu'il puisse travailler son extension s'il y a un problème. Voilà. Donc, on va essayer qu'il ne fasse pas d'hématome, hein, parce que ça, c'est un peu la hantise, parce que s'il fait un trop gros hématome en post-op, eh ben, vous allez perdre votre potentiel de rééducation et du coup, ça ira mal. La Game Ready, ça marche bien, du glaçage, du drainage et vraiment des pansements bien, bien compressifs. Donc, la principale chose, c'est de le prévenir, hein. Donc, c'est dans vos LCA, vous faites attention au tunnel tibial, vous faites attention aux battants de cloche. Les genoux, vous faites bien votre équilibrage ligamentaire, vous ne les serrez pas trop, mais vous ne les mettez pas trop lax. Il faut les INS, hein, c'est important, hein, les INS en post-op. Hein. Les patients qui ont souvent ces problèmes, c'est des patients qui ont des contre-indications aux INS. Voilà, donc vous faites bien attention à vos suites pour vos malades. Donc voilà, il n'y a pas de consensus, hein. La seule chose, quand ne pas opérer, c'est l'algodystrophie. Ça c'est sûr que c'est la catastrophe. Et alors, si vous avez une origine extra-articulaire, qui est sur, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai, mais on n'a pas le temps de parler de tout. Si vous avez un flessum de 30 degrés dans votre fémur, bon, bah, la solution, c'est l'ostéotomie fémorale, hein. C'est pas l'arthrolyse arthroscopique. Après, c'est toujours pareil. Si vous avez un flessum de 30 degrés dans votre fémur depuis 5 ans, la solution, ça sera l'ostéotomie fémorale et l'arthrolyse arthroscopique. Donc ça sera pour votre topo, ça peut vous donner des idées, mais c'est quand même des choses qui sont plutôt compliquées. Donc, ce qu'il faut, c'est être clair, contrat avec le patient. Il faut bien lui expliquer ce qui est attendu, ce qu'on peut attendre, et le principal risque, c'est l'échec. Attention à l'algo, c'est une chirurgie pas facile. Ah oui, et dernière chose, sur les patients qui ont du matériel, ça aussi, je voulais mettre en conclusion, je ne l'ai pas fait. Si vous avez une grande plaque de fémur, il faut pas, et que vous faites un judet, il ne faut pas enlever la plaque puis faire le judet. Vous allez lui péter le fémur. Quand il y a du matos, on fait l'arthrolyse, on laisse le matos. Et une fois que l'arthrolyse est complètement faite, soit on laisse le matos, soit on peut enlever le matériel. Mais on ne fait jamais AMO puis arthrolyse. Parce que là, vous pétez sur un trou de vis, c'est sûr qu'il y aura un souci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?